depuis ces plateaux, ces tables rondes, on a vu une petite démonstration un peu rapide. Je vous ai dit, on essaye de rattraper le temps perdu depuis ce matin. Donc vous êtes toujours en direct du parc des expositions pour le salon Forme Avenir. Alors on va accueillir sur ce plateau, puisqu'on va parler du financement. Le financement, c'est quand même important en formation. Et donc on accueille déjà mes deux premières invitées et puis une troisième qui s'installe et qui va nous faire une chronique. Je vous en parlerai tout à l'heure. Juste d'abord, on va d'abord vous présenter. Alors Françoise Léva, c'est ça? C'est bien ça, oui. Alors Bonjour. vous êtes référente réglementaire. C'est un titre pas commun. Oui. C'est quoi exactement? En fait, on s'occupe avec un service de la réglementation, d'appliquer la réglementation nationale sur les nouveaux dispositifs et de faire en sorte qu'on rende tout ça opérationnel dans le réseau. Et vous êtes donc de Pôle emploi? De Pôle emploi, Pour préciser. oui. Et puis donc Annabelle Chaubet, vous représentez la région. Vous êtes chargée de projet formation conseil régional. C'est ça, mon travail consiste à suivre les centres de formation qui sont financés par le conseil régional et à outiller les partenaires sur le territoire sur l'offre de formation existante. Alors, en introduction, donc, nous avons une chroniqueuse. Céline, bonjour. Alors, vous avez une petite chronique à nous donner. C'est ça? Voilà, tout à fait, exactement. Sur le financement, on va voir ce que ça vous a inspiré. Bon, on vous écoute. C'est ça, donc exactement. Donc bonjour à tous. Bonjour. Alors voilà, donc moi je suis Céline et donc je voulais un petit peu vous parler du financement. Alors ce matin par exemple, j'ai trouvé un billet de 5 € par terre. Alors c'est plutôt sympa, non? Mais bon, avec tout ça, ça permet pas de payer une formation. Et pourtant, ça fait un moment que j'essaie d'économiser. Donc j'essaie de ramasser un petit peu toutes les petites pièces abandonnées par terre. On devient vite riche dans la rue, vous savez. Bref, donc pour vous raconter un petit peu mon histoire, l'année dernière, j'étais en terminale. Ah, le lycée, que de souvenirs, surtout cette dernière année quand tout le monde veut absolument que vous trouviez votre orientation. Et donc je me suis dit que j'allais sortir le grand jeu. Je voulais intégrer une super école. Et là, j'ai découvert Sud-Formadia. Une école de radio, c'est vraiment parfait, c'était l'idéal. Et puis au moins, j'étais sûre que dans ma classe, il n'y aurait pas de concurrence. C'était pas trop comme Sciences Po. Puis j'ai vu le prix de la formation qui était près de 6 000 € l'année. Et ça allait être compliqué de demander une augmentation d'argent de poche à mes parents. Alors, j'avais vraiment envie de réaliser mon rêve et de faire de la radio. J'ai trouvé beaucoup d'informations donc, sur le site de Pôle emploi. Par exemple, j'ai vu qu'en alternance, c'était l'employeur qui finance la formation. Et je trouvais ça plutôt sympa. Mais c'est vrai que j'ai aussi vu qu'il y avait d'autres endroits qui aidaient pour le financement des formations. La région, par exemple, où on pouvait même faire des prêts étudiants. Alors ça dépend suivant la situation. Alors, au début j'ai commencé un peu à flipper, je me suis dit oula, quelle situation? Il fallait que je dise que j'étais en couple, célibataire. Et puis après non, j'ai compris qu'en fait c'était ma situation financière, sociale. Bon, ça commence bien. Donc, nous sommes jeunes et c'est vrai que c'est très dur d'être guidé dans le monde des finances. On se perd un petit peu avec toutes les démarches à suivre et c'est pas forcément évident quand on quitte le lycée de parler finances, de savoir un peu où on met les pieds. En plus j'étais en L, alors bon, l'économie et moi, c'est assez compliqué. Et puis nous sommes habitués un petit peu à la théorie mais très peu à la pratique. Alors du coup, même si je suis entrée dans cette école, je me pose toujours des questions et oui, je suis un peu philosophe. Je me demande comment on doit s'y prendre pour bien financer sa formation et ne pas passer à côté de quelque chose d'important, à qui s'adresser en définitive. Donc voilà, c'est vraiment un problème et je cherche des solutions. Merci Céline. Oh, Ouais. c'est une introduction. Alors ce Bien sont sûr. des étudiants de l'école de Sud-Formadia à chaque fois, qui vont venir d'ailleurs à chaque fois faire une petite chronique. On l'a loupé pour le premier, on s'en excuse, mais on essaye de rattraper le temps comme je vous l'ai déjà dit. Donc là on vient de parler du parcours de quelqu'un qui cherchait du financement. C'est vrai que c'était après le bac. Vous intervenez essentiellement, je vais peut-être vous tourner vers vous tout d'abord Françoise Léva, puisque vous représentez Pôle emploi. Oui. Le financement, Pôle emploi veut dire on est demandeur d'emploi. Demandeur d'emploi. On n'est pas étudiant, on n'est pas, on sort pas du Absolument, bac. il y a une différence de statut. Demandeur d'emploi, c'est une personne qui a perdu son emploi, qui se retrouve à Pôle emploi pour être aidé dans une recherche d'emploi essentiellement, pour un reclassement sur son emploi qu'il a perdu s'il désire continuer dans cette voie, ou bien alors s'il est en reconversion parce qu'il n'y a plus ce type d'emploi et ces compétences qu'il a acquises ne sont plus disponibles, en tout cas dans un emploi sur le terrain. Il n'a pas de mobilité. Il faut travailler sa reconversion et travailler sa reconversion avec un accompagnement, avec un conseiller.
Donc là, on est vraiment sur une typologie. Alors, je n'ai pas de solution pour cette personne qui sort du système scolaire et qui cherche un financement. Et il y a d'autres dispositifs. Mais à Pôle emploi, nous avons des dispositifs adaptés aux personnes en recherche d'emploi. Alors, il faut faire la différence, effectivement. Je vais tourner vers vous, donc, Annabelle Chauvet, parce que la région finance énormément de formations. Pour que ce soit clair par rapport aux personnes qui vont nous écouter, il y a la formation de type universitaire, c'est ça. Et puis il y a la formation professionnelle. Ici, on est sur un salon professionnel. Il existe d'ailleurs d'autres salons qui s'adressent plus aux bacheliers, aux futurs étudiants. Quand est-ce qu'intervient le financement de la région, entre autres, et puis c'est prise en charge de cette formation professionnelle? Bien, les formations de la région s'adressent à toute personne inscrite comme demandeur d'emploi qui, pour la plupart des formations, qui ont besoin d'avancer, de faire évoluer leurs compétences professionnelles. Le programme de la région se décompose en plusieurs sous-programmes. Il y a d'abord des actions qui permettent de travailler son orientation professionnelle. Notre chroniqueuse disait avec raison que c'était difficile en terminale de savoir ce qu'on voulait faire et c'est pas difficile seulement pour les lycéens, c'est difficile pour beaucoup d'adultes aussi, y compris quand on a un passé professionnel derrière soi. Et donc, il y a des stages d'orientation qui permettent de réfléchir à son orientation professionnelle et à se déterminer en fonction de compétences ou en fonction de centres d'intérêt qu'on peut avoir. D'ailleurs, Pôle emploi en parlera aussi. Pôle emploi a aussi des dispositifs qui permettent de réfléchir à son choix professionnel. Comment je fais pour choisir en connaissance de cause un métier, un emploi? Et puis ensuite, quand on a un peu éclairci cette question, parce qu'elle est importante, on ne peut pas trop faire l'économie de cette question, on peut accéder à des formations et la région qui vise à élever le niveau de qualification des personnes propose essentiellement, mais pas seulement, des formations qui donnent lieu à la fin à un diplôme ou un certificat de qualification professionnelle ou un titre professionnel. Voilà. D'accord, donc alors ce ne sont pas tout à fait les mêmes types j'imagine, de formations. On est sur des formations qui sont plus courtes ou pas? Non, on est a priori sur des formations plutôt longues, en général de plus de 400 heures pour la majorité des formations, oui. Puisque justement il y a une conjonction de travail avec Pôle emploi et Pôle emploi va plutôt, mais je laisserai Françoise parler, financer des formations plus courtes, elle expliquera dans quel cadre, et la région donc essaye plutôt de proposer des formations diplômantes, certifiantes, avec des qualifications reconnues qui permettent aux gens d'évoluer professionnellement, soit dans le cadre d'une reconversion, soit pour monter une marche de plus dans leur niveau de diplôme. Par contre, c'est adapté, vous le disiez, c'est la région Midi-Pyrénées. J'imagine que si je cherche, je ne sais pas, une formation de pêcheur ou une qualification dans ce domaine-là, bon, la région, pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'on ne sait jamais pour ce qui est de la suite, en tout cas pour l'instant, ne touche pas la mer, donc on n'a pas ce type de formation. Alors, il y a le programme général, c'est-à-dire que la région finance des centres de formation, ouvre des stages de groupe pour des formations qui sont adaptées aux besoins du territoire midi-pyrénéen. Et puis, il y a à la marge des formations qu'on peut financer à titre individuel, pour des projets individuels, pour des gens qui portent un projet de formation qui n'existe pas sur le programme, mais qui ont une potentialité relativement importante ou significative d'accéder à l'emploi ensuite ou d'y dans le cadre d'une création d'activité. Donc, à titre individuel, on peut financer une formation de pêcheur. D'accord. Alors, je reviens à vous, Françoise Léva. On a parlé donc du financement. C'est vrai qu'il y a deux aspects. Il y a d'un côté la formation, c'est-à-dire le coût d'une formation, mais il y a aussi comment on va faire pour, je dirais, vivre, manger donc pendant cette période. La prise en charge des frais, effectivement. Alors, les deux sont pris en charge. Comment ça se passe? Alors, ça dépend les parcours et les dispositifs sur lesquels on va donc mettre les demandeurs d'emploi. Il y a effectivement normalement, les coûts de la formation sont souvent pris en charge, soit par la région sur le programme régional, soit à ce moment-là, lorsqu'on est sur des parcours individuels comme les accès individuels dont parlait Madame Chauvet, c'est prise en charge également des coûts pédagogiques. On prend également en charge pour les personnes qui n'ont pas d'allocation chômage une rémunération
Pôle emploi qui est versé à ces personnes-là. Et ensuite, on prend aussi en charge les frais. Les frais de déplacement, les frais d'hébergement, les frais de repas pendant l'action de formation. Là, on est vraiment sur des parcours que l'on achète. On a un budget pour ça, soit sur des parcours qui ont été achetés par rapport à des besoins qui ont été repérés. Ça se fait chaque année ou... Tous les ans, tous les ans bien sûr. Nous avons ce qu'on appelle les actions de formation conventionnées. Là, ce sont des actions de formation que l'on va acheter, donc après concertation avec la région évidemment pour ne pas faire doublon. Hein. On est essentiellement sur des formations assez courtes, hein, puisqu'on cherche la qualification et non pas le diplômant. Ça, c'est le rôle plutôt de la région. Mais on va donc acheter ces volumes d'actions sur tous les territoires, hein, en fonction d'une demande des entreprises, un besoin des demandeurs d'emploi. Et là, sur ces formations, ces personnes qui rentrent dans ces formations sont assurées d'avoir, bien sûr, la gratuité de la formation, la prise en charge de la rémunération et des frais annexes à la formation. Ensuite, quand on n'est pas sur des achats groupés, on peut aussi accéder à la formation. Alors après un travail de validation avec le conseiller, c'est-à-dire qu'il y a un travail sur l'orientation bien évidemment et de validation du projet de formation, savoir s'il est réaliste, hein, réalisable. Voilà, ça c'est important. Hein. On ne peut Oui. pas non plus financer des gens qui décident de faire des choses qui sont très très loin ou peu accessibles. Parce que j'imagine qu'il y a un niveau scolaire obligatoire souvent. Souvent, bien sûr, il y a des prérequis. Il faut que la personne soit en capacité de suivre la formation et ensuite de s'insérer. Si elle, par exemple, ce sont des métiers, on parlait de marin-pêcheur, on peut financer effectivement dans la marine, par exemple, ou dans l'escalade, ou je ne sais pas, dans le sport. On peut financer des choses, mais il faut que les personnes soient mobiles aussi. Parce qu'on ne va pas retrouver dans Midi-Pyrénées, sur la place de Toulouse, la disponibilité de l'emploi. Oui. Voilà. Donc si les personnes sont mobiles, évidemment, il y a encore plus de chances de financement de formation. Hein. D'accord. Donc là, on est sur des accès individuels. Comme l'a dit ma collègue de la région, Madame Chauvet, elle finance. Donc là, c'est aussi un accord et une convention passée entre la région et Pôle emploi. Les formations individuelles de plus de 400 heures et nous, celles de moins de 400 heures, avec aussi, dans ces dispositifs, l'assurance d'une prise en charge totale de la personne. Est-ce que c'est pas court comme formation? C'est vrai qu'on est habitué souvent à des parcours qui se comptent en années, on va dire. Oui. Et là, moins de 400 heures. 400 heures. On cherche la qualification, le développement de compétences, on cherche des petits plus qui permettront à la personne, bien sûr, là on n'est pas sur du diplômant, hein, on n'est pas sur des formations adaptées à une reconversion totale. Hein. Ces formations d'ailleurs on les trouve plus dans les parcours pour les personnes qui sont licenciées économiques sur des territoires. Vous avez des territoires où on ne retrouve plus certains types d'emplois. Bon, on parle de l'industrie, mais aussi il y a le textile. Ces personnes-là, souvent d'un bas niveau de qualification, ne pouvant pas retravailler dans l'emploi qu'ils ont occupé pendant un certain nombre d'années, sont obligés de passer par la reconversion. Alors, donc, il y a d'autres dispositifs qui sont adaptés à ces problématiques-là. Hein. Alors, juste une dernière question. Je sais que vous avez du temps, enfin vous avez du temps compté, hein, puisque vous devez faire un atelier d'ici 5 minutes. Dernière question concernant la région et puis en même temps informatif. Ces formations dont vous avez expliqué qu'il y avait des dispositifs d'orientation, mais j'imagine qu'il y a des gens qui ne passent pas par ces dispositifs. Quelle est la démarche pour rentrer sur ces formations ? Alors, l'offre de formation, elle est publique. Hein, donc, toute personne qui le souhaite peut rencontrer un centre de formation, qui sont d'ailleurs des organismes de bons conseils, hein, puisque les centres de formation, ils connaissent les métiers auxquels ils forment. Donc, ils vont pouvoir dire à un candidat, oui, votre profil peut être intéressant, revenez aux dates de sélection, venez passer les tests, vous aurez des entretiens, préparez vos entretiens, renseignez-vous sur les métiers. Donc, ça, ce sont des démarches que les gens peuvent faire sans problème. Évidemment, quand on a fait un stage d'orientation, un stage ou un dispositif d'orientation, on a organisé sa recherche et on sait pourquoi on fait les choix. Donc finalement, ça va se retrouver le jour de l'entretien de sélection au centre de formation. On va savoir expliquer la cohérence de notre projet. Donc c'est pas inutile de faire des stages d'orientation ou d'être accompagné pour réfléchir à ces questions-là, de choix de métier ou d'emploi.
Ensuite, quand on s'est approché d'un centre de formation, c'est important de revenir vers une structure qui va finalement garantir la continuité de notre situation administrative. Et cette structure, c'est souvent Pôle emploi, c'est souvent notre conseiller Pôle emploi, ça peut être un conseiller de la mission locale, ça peut être un conseiller de Cap emploi pour les personnes qui ont la qualité de travailleur handicapé. On va faire toutes les démarches administratives et puis les conseillers vont aussi dire depuis leur regard extérieur, oui, effectivement, la personne est dans une cohérence, elle fait un choix, ce choix il est réfléchi et donc je cautionne ce choix-là. Voilà. Et donc la personne va ensuite pouvoir se positionner sur les sélections au centre de formation et là, eh ben, elle sera, si elle a les prérequis, alors les prérequis, il faut quand même expliquer ce que c'est, ça veut dire le centre de formation pense que la personne pourra suivre, sait pourquoi elle vient, connaît le métier pour lequel elle veut se former, enfin connaît, a une idée du métier, a une bonne représentation du métier pour lequel elle veut se former et pourra suivre en termes de niveau la formation et donc a de fortes chances de passer sur l'emploi après. Voilà. Et donc là, le centre de formation fera sa sélection et la personne, ben, en fonction du nombre de places, sera retenue ou pas. Voilà, donc on voit qu'il y a un accompagnement nécessaire. Ma dernière question, un peu délicate, hein, puis je vous laisse parce que vous avez un atelier et puis il faut enchaîner aussi. Concernant le financement, puisqu'on parle de ce financement, on parle beaucoup de restrictions budgétaires. Alors, est-ce qu'on va avoir des répercussions? On va peut-être commencer sur Pôle emploi. On sent qu'il va y avoir quand même un peu plus de choix nécessaires, mieux penser finalement l'attribution des budgets? Alors, au niveau des budgets, on a à peu près, de toute façon, on continue avec les budgets dès ces dernières années. Formation a quand même une priorité nationale. On l'a vu l'année dernière avec des formations prioritaires et les plans 100 000. Hein. Donc, et puis, on continue aussi et un effort de l'État et un effort de tout le monde avec le CPF, par exemple. Qui a été introduit par la loi du 5 mars 2014, mais le droit à la formation tout au long de la vie. Donc ça suppose derrière des dispositifs, ça suppose le maintien de certains budgets. Donc là, je crois qu'on n'a pas de souci à se faire sur cette année. Après, on verra, les choses évoluent évidemment tous les ans. Donc, pour l'instant, on reste sur les mêmes budgets, mêmes possibilités que... Voilà, tout à fait. Dans la région ? Du côté de la région, la région, ça fait plusieurs années qu'elle forme à peu près 25 000 stagiaires par an. Elle prend la compétence sur l'illettrisme et la formation des détenus à partir de cette année. Donc il y a quand même des orientations qui sont maintenues. Il n'y a pas de baisse importante des budgets. Donc il y a quand même un catalogue de formation qui est assez fourni dans une vingtaine de secteurs d'activité. Il y a, je pense, vraiment de quoi se former. D'accord. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Donc, Merci. Bon atelier puisque vous allez poursuivre. Voilà, en ce qui nous concerne, eh bien, on va juste faire une petite pause de quelques minutes, le temps de pouvoir regrouper d'autres invités et on va parler du handicap et de l'emploi, qui ne sont pas forcément des choses qui vont toujours ensemble. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes.